Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette nouvelle séquence du cycle Philosophie et littérature. On va se retrouver dans quelques instants avec Bernard-Henri Lévy, que je remercie beaucoup également d'être sur cette scène des subsistances ce soir. Mais pour respecter les belles et grandes traditions des Assises, auparavant, nous allons donc accueillir Marie Brugière de l'ENSAT, qui va vous lire le mot précision de Hugo Boris. Marie Brugière, on l'applaudit, mesdames et messieurs. Merci. Une après-midi à Leroy Merlin revêt plus de valeur littéraire que probablement la moitié des romans que la Bibliothèque nationale reçoit chaque année en dépôt légal. La lecture du Funéraire Magazine, tirée à 5 000 pour les professionnels des pompes funèbres. L'émission Votre Auto de Jean-Luc Moreau sur RMC. L'édition du catalogue Jeff de Bruges. Celle du Robert Culturel ou du Larousse des Arts Ménagers, édition 1926. Le dos des briques de lait, l'étiquette de mon pull, le mode d'emploi de votre lave-vaisselle, les affichettes scotchées au feu de signalisation de la porte d'Aubervilliers, tout. J'écris par fidélité à mon plaisir de lire. Il n'est jamais aussi grand qu'au détour d'une phrase qui m'arrête et me force à reconnaître la belle adhérence du mot à la chose. Mes proches s'en amusent et disent que cette quête de la précision est chez moi pathologique. C'est que, j'ai honte de l'écrire, je préfère souvent l'image des choses aux choses elles-mêmes. Ma proie est une ombre, ce que je voudrais atteindre en singularisant, en particularisant, en éliminant le vague et le superflu. Le mot précision est emprunté au latin impérial praecisio et désigne l'action de rogner, de couper, de retrancher. Acuité du langage qui resserre ses anneaux, illusion de pouvoir saisir le monde à travers le mot juste. La précision seule me semble belle, brutale et poétique. Alors seulement, Louise n'appuie plus sur l'interrupteur, mais le va-et-vient. Hubert ne prend plus appui au montant de la porte, mais sur son dormant. Le cadavre d'Aristide ne sent pas mauvais. Il a cédé ses liquides. Chloé, partant de verglas, ne roule pas lentement, mais avec un œuf sous la pédale de frein. Alors seulement, Daniel ne franchit pas les obstacles. Son cheval les boit. Hugo Boris. Merci beaucoup Marie Brugière pour cette très belle lecture donc, de ce texte d'Hugo Boris. Juste deux précisions avant de commencer. Ce soir, comme nous sommes en pleine soirée des Européennes, Bernard-Henri Lévy ne pourra pas rester pour la séance de dédicace. On en est désolé, mais parce que voilà, il doit filer à Paris. Et comme il doit filer à Paris particulièrement tôt, on s'arrêtera vers 5 minutes par rapport à l'horaire prévu. On s'arrêtera vers 6h moins 5. Voilà. Merci beaucoup pour votre compréhension. Alors, pour entrer maintenant dans le vif du sujet, Bernard-Henri Lévy, je me tourne vers vous. Ça fait maintenant quelques années qu'on a ouvert ce cycle dans le cadre des Assises internationales du roman, un cycle qui est consacré tout entier aux relations à la fois fécondes et tumultueuses de la philosophie et de la littérature. On a beaucoup, comme ça, réfléchi à ce qui pouvait distinguer le phrasé, le style de la philosophie et de la littérature, entre comme ça, des va-et-vient entre savoir et fiction, entre quête du vrai et travail du style. Et après, des gens comme Alain Badiou, Jacques Rancière, Jean-Claude Milner, Alain Finkielkraut ou Peter Sloterdijk, vous aviez, votre nom s'imposait dans ce cycle. Ce sont tous des gens avec lesquels vous avez soit établi une sorte de compagnonnage, soit bataillé, on y reviendra peut-être. Et peut-être qu'on va pouvoir aussi, d'ailleurs, établir quelques résonances, quelques échos entre des choses qui ont été dites sur cette scène au fil des années et ce qui relève de votre propre travail, de votre propre itinéraire, à la fois sur la scène littéraire et sur la scène philosophique. Il y a chez vous d'ailleurs quelque chose d'évident. Il y a un moment dans un texte, dans un livre, où vous avez cette phrase, vous dites « Je n'imagine pas de séjour plus heureux pour la vie
qu'une page de littérature. Donc pour vous, voilà, il y a une espèce de primauté du geste et de l'univers littéraire dans votre vie. Et en même temps, et je voulais commencer par là, chez vous, il y a quand même l'idée qu'au-dessus, il y aurait, en tout cas c'est ce que moi j'ai cru comprendre en vous lisant, la philosophie. Ce qui me permet de faire une première allusion à quelque chose qui avait été dit sur cette scène, c'était Alain Badiou, Alain Badiou avec lequel vous avez déjà beaucoup discuté et bataillé, je le disais tout à l'heure. Je me souviens d'une fois où vous m'avez raconté un débat que vous avez eu avec lui à l'École normale supérieure. Vous m'aviez raconté qu'il était habillé avec un look de prof de tennis, je me souviens, ça m'avait frappé. Et Alain Badiou, ça nous avait étonné, il était arrivé ici, lui, Badiou, avec cette espèce de prétention immense au sens positif du terme, à la systématicité, à bâtir une œuvre philosophique au sens vraiment fort du terme, eh bien, nous avait dit que, en tant qu'intellectuel de sa génération, il s'inscrivait d'abord dans la grande tradition de l'écrivain philosophe à la française, et que, comme sartrien, parce que comme vous, il est extrêmement marqué par l'influence sartrienne, eh bien, finalement, ce dont il avait toujours rêvé, ou d'abord rêvé, c'était d'abord d'être écrivain, et que ce n'était pas un hasard si son premier livre était un roman. Et il nous avait confié que, voilà, pour lui, la vraie gloire, quand il avait 20-25 ans, comme jeune normalien, c'était de la gloire littéraire. Et que, quelque part, Badiou, le philosophe, était devenu philosophe un peu par dépit. Alors, qu'en est-il de vous? Est-ce que vous aussi, en tant que jeune normalien, agrégé de philosophie, à un moment donné, est-ce que pour vous, l'horizon ultime, la gloire réelle et vraie, c'était la gloire littéraire? Bernard-Henri Lévy. Philosophe par dépit, non, ça c'est pas mon cas. Philosophe par hasard, c'est peut-être plus proche de la vérité. Mais ce que je crois surtout, c'est que c'est la même chose. Je n'ai jamais pensé qu'il y eut ni une gradation, ni même une différence de substance entre les deux discours et entre les deux rapports au monde que sont le rapport qu'instaure la philosophie et celui qu'instaure la littérature de l'autre. Je l'ai dit d'ailleurs dans l'entretien que nous avons eu et que vous avez publié la semaine dernière dans Le Monde. Je ne connais pas de grand philosophe qui ne soit aussi et pleinement un grand écrivain. Il n'y a pas d'exemple. Et je ne connais pas de grand écrivain qui ne fasse à sa manière, enfin en tout cas qui n'ait à voir avec la pensée. Donc moi je dirais pas ça. La gloire, d'abord, je suis pas sûr que ça soit tellement le souci. Ça vient par surcroît, la gloire, la lumière. Mais surtout on est dans deux voies. Vous savez, comme Aristote dit qu'il y a plusieurs voies d'accès à l'être, il y a plusieurs voies d'accès à la vérité. L'une ressemble à la littérature, l'autre ressemble à de la philosophie, et c'est assez indifférent. Je me rappelle un des textes qui m'ont vraiment influencé dans ces questions-là. C'est quand j'étais très très jeune, en 70, 71 peut-être, un dialogue de Michel Foucault et de Gilles Deleuze dans l'Arc sur les rapports entre la philosophie, la littérature et la politique, où ils employaient une métaphore, l'un des deux, mais au fond ils parlaient à deux voix, mais c'était le même corps qui parlait quand ils s'exprimaient ensemble. Et quand on les voyait ensemble, Deleuze et Foucault, leur métaphore qu'ils employaient, c'était celle du relais de poste. On prenait un cheval, qui pouvait être la littérature, et quand il était fourbu, on le laissait au relais, on en prenait un autre qui était la philosophie. Puis quand le cheval philosophique était fourbu, on en prenait un troisième qui était la politique, et le théâtre. Alors Badiou, c'est un cas en effet tout à fait... J'ai en effet des accords avec lui, bien sûr, et majeurs. Mais je reconnais en lui d'abord un très grand talent, un vrai talent littéraire, et une pièce de théâtre comme Ahmed le Subtil ou L'écharpe rouge, je crois, sont des vrais bons textes littéraires avec une ambition philosophique. Et inversement, ces textes philosophiques sont d'une très belle facture littéraire. Voilà, pour moi, c'est équivalent. C'est pas l'un ou l'autre. Alors, en même temps, dans un petit livre que vous avez publié il y a quelques années qui s'appelle « De la guerre en philosophie », parce qu'on y reviendra, vous avez une conception guerrière et de la philosophie et de la littérature, vous semblez quelque part un peu vous raidir sur une conception presque théorique de la philosophie. En tout cas, vous rappelez, et non littéraire, donc vous rappelez que, en tant qu'élève d'Althusser, donc de Louis Althusser, comme jeune normalien, eh bien vous réclamez d'une philosophie qui est d'abord une pratique théorique, et vous dites que Althusser, voilà,
la leçon d'Althusser, c'était de se positionner par rapport à des gens qui parlaient de contemplation, de poésie, etc., etc. À une époque, et c'est là que je voulais en venir, pour vous, la philosophie, c'était d'abord, un système de concepts, un système théorique charpenté, en un temps, dites-vous, où les philosophes se contentaient souvent de perpétuer l'esprit et les usages de ce que l'on appelait jadis la bohème littéraire. Oui, c'est-à-dire que d'abord, je crois, c'est ce que j'ai conservé de l'althussérisme, que la philosophie, c'est vraiment un métier. Et que c'est un métier qui consiste à ouvrager des objets très particuliers qui sont des concepts. Soit les inventer, soit les ouvrager, les reprendre, les raboter, les faire travailler. Donc il y a quelque chose dans l'activité philosophique, mais c'est vrai aussi du métier littéraire. Hein. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du métier, du travail, y compris laborieux. Je ne crois pas du tout que la philosophie, ça soit... je disais contemplation dans ce livre. Je ne crois pas que ça soit une affaire d'intuition. Je ne crois pas que ça soit une affaire je ne crois pas que la foudre vous tombe sur la tête ou dans les pages quand vous faites de la philosophie. Il y a cette patience, ce labeur, ce souci du concept. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est la question de la systématicité. Alors, là-dessus, je crois en effet que c'est l'ambition suprême, qu'on n'est pas philosophe si l'on n'a pas en vue quelque chose qui est de l'ordre d'une configuration bien formée, d'une vision du monde articulée, et par conséquent d'un système, à deux réserves près. Et c'est peut-être en cela que je diffère de quelqu'un comme Badiou, à deux réserves près. D'abord, enfin, deux réserves qui tiennent à l'histoire de notre époque et à l'histoire du XXe siècle, et l'histoire des totalitarismes, en tant qu'elle a pris effet dans la pensée. Des systèmes, une cohérence, oui, mais cohérence fragile, cohérence qui laisse place à la contradiction, qui ne prétend pas toute la résoudre. Ça, pour moi, c'est très important. Et ce qui probablement ferait débat si, à votre place, ici, il y avait Alain Badiou, comme nous étions à l'école normale il y a 7 ou 8 ans, c'est ça. Je ne suis pas sûr que Badiou fasse place à la contradiction au sens tragique du terme, comme je pense qu'il faut le faire. L'héritage d'Auschwitz, l'héritage des systèmes totalitaires, de l'interpellation à laquelle ils ont soumise la pensée, c'est ça. C'est que la contradiction insoluble, la contradiction qui ne se guérit pas, la contradiction qui n'est pas cette espèce de fausse contradiction hegelienne, qui n'a jamais été d'ailleurs hegelienne, qui est l'hegelianisme revu par les penseurs français de l'hegelianisme, Victor Cousin et autres, c'est-à-dire thèse, antithèse et une soi-disant synthèse unificatrice. Je crois qu'une philosophie soucieuse du système, elle ne peut pas aujourd'hui, après Auschwitz, après les désastres du XXe siècle, ne pas laisser sa place à ça, au tragique, à l'incurable, à l'insoluble. Et puis, il y a des textes d'Adorno qui sont là-dessus tout à fait fondateurs, en particulier les premières pages de son essai sur Richard Wagner. Adorno va très loin. Il pense que la totalisation a toujours à faire avec le totalitarisme. Et il pense qu'à raisonner les différences et les singularités, c'est toujours être prisonnier, enfin se rendre vulnérable en tout cas à l'esprit totalitaire. Moi, je ne crois pas cela. Mais qu'il y ait à se rendre, à rester attentif à la singularité, qu'il y ait à ne jamais perdre de vue ce qu'il y a d'intotalisable dans l'arrivée, l'advenu, la colère des phénomènes, ça je le pense, oui. Et je ne crois pas qu'un philosophe ait le droit aujourd'hui de faire silence sur tout ça. Autrement dit,
je ne vois pas comment on peut être platonicien, en d'autres termes. Comment on peut faire droit et même à l'exigence d'eux et se faire le continuateur d'eux, l'exigence platonicienne de l'idée, de l'unité, de l'un et du bien. Je ne pense pas cela. Donc voilà, moi je dirais nostalgie du système, oui. Souci de la cohérence, certainement, mais un système fragile, mais une cohérence inquiète, parce que faisons droit donc à cet incurable dont nous savons que la non prise en compte a donné le pire et dont je pense qu'elle donnerait encore demain le pire. Alors justement, quand vous parlez de cohérence, et ailleurs vous parlez beaucoup de fidélité à soi, c'est vrai que quand on pense à un système philosophique, on se dit quand même que c'est un système bien charpenté, qui doit forcément être cohérent avec lui-même, et non pas être fracturé en permanence de l'intérieur. Or, chez vous, c'est là que la littérature intervient aussi, il y a une conception du roman et de la prose littéraire comme possibilité d'avoir des masques, des personnages, de vivre des vies multiples, hein, de fracturer non seulement votre écriture, mais aussi votre moi, votre subjectivité. Et vous y revenez très souvent, d'ailleurs dans le livre que vous avez, le livre d'entretien que vous avez fait avec Michel Houellebecq, il le dit lui-même, il dit « On la sent bien chez vous, la tentation des personnages ». J'ai bien aimé cette formule. On la sent bien chez vous, Bernard-Henri Lévy, la tentation des personnages. Il y a un élément là qui a rapport avec cette espèce de pulsion du multiple, du moi fracturé, qui a peu là de lien, ou qui est peu cohérent avec cette pulsion de la cohérence ou cette ambition de la cohérence chez vous. Donc c'est une question que je me posais, comment on fait quand on prétend être fidèle à soi-même dans ses engagements politiques, dans sa pensée intellectuelle ou philosophique, et en même temps quand on dit qu'on n'a pas de séjour plus heureux qu'une page de littérature, et donc qu'une page où on se fracture soi-même en de multiples moi. D'abord, je ne crois pas que la fidélité à soi soit la valeur suprême pour un humain et pour un intellectuel. Je crois que la vraie fidélité, c'est la fidélité à la vérité, ou au souci de la vérité. Ça, c'est une nuance très importante. Fidélité à soi de ceux qui s'entêtent dans l'erreur, qui s'enferment dans l'égarement, qui s'obstinent à ne pas reconnaître ce qu'a pu avoir de sombre une part de leur vie, ça pour moi c'est épouvantable. Donc là, je ne mets pas la fidélité à soi au-dessus de tout. Quand on s'est trompé, il faut le dire en d'autres termes. Quand on a le sentiment un engagement, c'est encore plus vrai pour les écrivains qui s'engagent dans le siècle. Il y a une part de risque, il y a une part de jeu avec le diable. Et ça ne se règle pas par une espèce de fidélité incantatoire à soi-même. Il y a des moments où il y a au contraire un devoir de reniement, un devoir d'apostasie, un devoir... Moi, je respecte les intellectuels qui... à un moment donné de leur vie, on dit voilà, je me suis égaré et j'ai même persévéré dans l'égarement. Donc ça, c'est une première chose. Puis après, oui, la cohérence. Je crois qu'il faut se battre sur les deux fronts. Deux choses me semblent terriblement décevantes. La pensée qui se fait gloire de sa propre misère, ça c'est sûr. La pensée éternellement fragmentée, la pensée qui ne se risque pas à la totalisation, la pensée éternellement aphoristique. Je déteste cela. Je n'ai jamais été un admirateur de Sioran, par exemple, cette espèce de complaisance dans l'inachèvement, dans l'impossible pensée, cette idée d'une pensée qui est au bord du silence. À quoi bon? Je préfère aller au soleil, c'est très agréable aussi. Et voilà, donc je n'ai jamais eu cette tentation-là, ou en tout cas j'ai eu la tentation inverse. La tentation de faire de grandes enjambées loin du silence, autant que possible, de galoper le plus loin possible, loin de cette tentation de se taire, de la littérature blanche, de la pensée neutre ou de la pensée
exprès et définitivement fragmenté. En revanche, la fracture, l'événement de pensée, des cohérences qui se complexifient, qui sont minées de l'intérieur, ça oui, bien sûr. C'est le contraire de la philosophie académique, c'est le contraire de la littérature des professeurs, c'est le contraire d'une pensée figée qui se répète elle-même. Voilà. Quand je regarde l'histoire, enfin, l'histoire de ce que ma propre histoire depuis 40 ans, j'ai le sentiment d'un entêtement sur à partir de quelques intuitions, voilà, que j'ai eu assez tôt, mais que j'ai mises au travail toute ma vie. Voilà, je ne me suis pas contenté de l'intuition, je les ai mises au travail. Donc c'est les mêmes. Mais c'est des intuitions et c'est un travail qui ont soutenu le choc de l'accident, de l'événement et de la remise en jeu de ce que je pouvais dire il y a 30 ou 35 ans. Autrement dit, par exemple, je ne sais pas, un exemple de concept, j'ai pensé tout de suite, il y a 38 ans, que la volonté de guérir, l'idée d'une société guérie de sa part de mal radical était la matrice des totalitarismes. J'ai écrit ça dans La barbarie visagée en 1977. Et puis arrive l'islamisme radical en 1994. Et j'écris un livre qui s'appelle La pureté dangereuse. Cette problématique se remanie, elle se déplace. Elle est à la fois semblable. Il n'y a pas, en effet, là d'apostasie, il n'y a pas de reniement. L'hypothèse de la barbarie reste vraie, mais considérablement déplacée par le choc avec le réel. C'est-à-dire, à l'époque, l'islamisme radical tel qu'il se déployait en Algérie, la pulsion, le retour du génocide tel que je l'ai reçu avec le choc du génocide rwandais, et ce livre, La pureté dangereuse, il était l'enfant d'une troisième chose, qui était la guerre de Bosnie, la purification ethnique. Donc je crois qu'il faut... enfin, j'ai essayé, il faut rien. Mais moi, en tout cas, j'ai essayé de vivre avec en face de moi ou un peu au-dessus de moi les deux exigences. Ne pas se contenter d'une pensée fragmentaire, essayer de donner à ceux qui me lisaient et qui me lisent de manière fidèle, comme ça depuis toujours, des instruments pour se repérer dans le monde, pour essayer de penser ce qui advient, mais l'école de l'histoire réelle, l'école de l'événement, l'école de ce que j'appelais la colère des choses. Voilà, les deux à la fois. Et ça suppose la nostalgie de la systématicité et l'impératif de la rupture, les deux à la fois. Alors j'étais sensible à ce que vous avez dit là sur la possibilité d'une apostasie féconde ou positive. Hein. Et il y a un très beau livre de Jean-Pierre Martin qui est paru là-dessus il y a quelques années qui s'appelle Éloge de l'apostat, justement, où il explique qu'on est dans une tradition toutes et tous où voilà, le renégat est toujours une figure négative, où la continuité de soi à soi est toujours connotée positivement, la fidélité à soi est toujours connotée positivement. Donc lui il prend toutes sortes de figures comme ça qui ont théorisé ou vécu une forme d'apostasie heureuse ou assumée. Et justement il cite à nouveau quelqu'un auquel vous avez consacré un très beau livre, Bernard-Henri Lévy, qui est Sartre, Les carnets de la drôle de guerre, hein, où Sartre écrit en réalité, il n'y a pas de tension, c'est-à-dire lutte de moi contre moi, mais changement de ce que je suis, c'est-à-dire l'état de guerre, c'est-à-dire que l'état de guerre est devenu mon état naturel. C'est vraiment une preuve et une manifestation de ma liberté, ces métamorphoses. Alors, on aurait pu enchaîner sur cette question de l'état de guerre intérieur, et même on aurait pu construire tout l'entretien sur cette idée de guerre, mais comme on l'a déjà construit là-dessus dans le journal, je voudrais qu'on fasse un petit pas de côté et qu'on dise finalement l'état de guerre intérieur, ça peut aussi relever d'une forme de folie. Hein, ou d'état de tension psychique. Et d'ailleurs, le motif de la folie, ou en tout cas d'une forme de désordre psychique, revient souvent sous votre plume. On y reviendra après avec Althusser. À un moment donné, dans ce petit livre à nouveau de la guerre en philosophie, Bernard-Henri Lévy, vous avez tout un lexique comme ça. Vous dites qu'au cœur de votre névrose littéraire, hein, c'est votre mot,
il y a une espèce de prétention incroyable qui rejoint toute une tradition de l'intellectuel à la française, qui serait de sauver le monde presque malgré lui, l'idée que le monde serait toujours au bord de l'implosion, du chaos, d'un désordre lui-même, justement intérieur très très fort, et que voilà, il y a une forme d'arrogance, mais que c'est comme ça, vous l'assumez. Ça donne, vous dites, ça donne aux philosophes un côté barrage contre le Pacifique qui peut sembler curieux. Pire, je suis à deux doigts, parfois, de me figurer les grands textes comme je ne sais quelle camisole de mots enserrant le réel, l'étouffant presque, sous prétexte de le sauver. Et un peu plus loin, vous dites « Je préfère à tout prendre cette réponse, je préfère cette équation folle entre l'être et le dire, je préfère la grande paranoïa du type qui se raconte que l'être a besoin des mots en général, éventuellement des siens, pour persévérer dans son être et ne pas sombrer dans le désêtre, à l'orgueil dérisoire, minable, inconsistant des autres, etc., qui ne voient pas. Et donc c'est intéressant parce que vous inscrivez dans un lexique comme ça, d'une folie assumée, d'une névrose assumée, et même d'une grande paranoïa assumée, qui serait motrice et qui dirait, voilà, oui, j'assume, je suis un grand paranoïaque, mais cette paranoïa me permet d'agir et de me poser sur la scène de l'engagement en disant, oui, je fais tout comme si mon action était nécessaire à la survie du monde. Oui, mais c'est une vieille idée, ça, en un sens, qui est au cœur d'une très vieille tradition, qui est la tradition de la pensée juive. Les éditions Verdier ont publié il y a quelques années la traduction d'un texte que je connaissais un peu depuis assez longtemps, mais que j'ai découvert dans son entièreté avec cette édition, qui s'appelle « L'âme de la vie » d'un immense penseur qui s'appelle le Rabbi Haïm de Volozhin. Et Rabbi Haïm de Volozhin explique en gros que le monde a été incontestablement créé par Dieu, mais qu'il est non moins incontestable qu'il pourrait se décréer. Il y a cette idée d'une décréation du monde toujours possible et toujours menaçante, et pas seulement menaçante, qui est même l'hypothèse la plus probable. L'âme de la vie dit bien que la décréation, c'est pas une hypothèse terminale, c'est pas une espèce d'hypothèse apocalyptique, mais c'est l'état du monde. Le monde est toujours en train de se décréer, et son futur le plus plausible, c'est la décréation. Et Haïm de Volozhin dit la seule chose qui peut empêcher, mais provisoirement aujourd'hui, jusqu'à demain, et demain encore jusqu'au lendemain, cette décréation, c'est les prières, la prière, l'étude et les mots des hommes. Et il explique comment les mots des hommes, les mots pieux ou les mots savants, sont comme des poutres très fragiles, très provisoires, mais qui sont la seule garantie qu'est le monde, des poutres au-dessus de soi, qu'a le monde de ne pas nous tomber sur la tête. Voilà. Alors je crois que j'ai toujours été, en le sachant ou sans le savoir, en le sachant mieux aujourd'hui que jadis, fidèle à ça. C'est-à-dire fidèle à cette idée que le monde a besoin des mots, que le monde est... D'abord, il en est fait, il en est tissé. Être dans le fil de cette tradition, mais tradition qui va jusqu'au moderne. Hein. Lacan pense cela. Lacan pense... il y a des textes de Lacan, en tout cas, dont on pourrait tout à fait s'autoriser pour dire que le vrai tissu, la vraie matière dont nous sommes faits, avant d'être de la cellule au sens de Hooke ou de Hawken, avant d'être du tissu au sens des iatromécaniciens italiens du XIVe siècle, avant d'être de la matière aristotélicienne, c'est du mot, hein, c'est du signifiant, que notre brique constitutive, avant d'être de l'ADN, c'est de la langue. Et le monde, c'est pareil. Je crois qu'il est fait d'un mélange instable de mots et de non-mots, et qu'il faut qu'il y ait le plus possible de mots, le plus possible de signifiants, le plus possible d'intelligence, le plus possible de mots bien formés. Et que le rôle des écrivains est cela. Faire que le monde ne parte pas en miettes.
ne se décrée pas. Voilà. Donc, alors il faut évidemment à la fois beaucoup de fidélité à ce qui est et beaucoup de folie aussi, sans doute, pour penser cela. Beaucoup de fidélité à ce qui est, parce que je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vraiment comme ça que c'est. Et on en a tous l'expérience dans nos vies quotidiennes de cette espèce de consubstantialité du corps et de la langue. Mais penser cela jusqu'au bout et penser que le rôle d'un écrivain puisse être celui-là et que le monde sans les mots, sans les mots bien formés par des écrivains ou par des intellectuels serait encore plus irrespirable qu'il n'est, c'est vrai qu'il faut une certaine dose de paranoïa. Mais je crois que je l'assume, cette paranoïa-là. Je crois vraiment qu'il y a des circonstances, on pourrait prendre des exemples d'ailleurs, dans l'histoire des 100 dernières années, où quelques mots de plus ont vraiment changé le jeu de cette création des créations. Politiquement, c'est évident. C'est certain que les grands épisodes de notre histoire depuis un siècle ont vu l'efficacité spécifique des écrivains ou des intellectuels se manifester comme des bombes à neutrons, pour le pire ou le meilleur. Le fascisme n'aurait pas été ce qu'il a été sans des interventions intellectuelles spécifiques. J'ai montré récemment, dans un autre cadre que celui-ci, je crois très, très profondément que, par exemple, que l'hitlérisme n'aurait pas eu la force qu'il a eue, n'aurait sans doute pas eu la même forme non plus sans les essais théoriques de Richard Wagner, pour des raisons dans le détail desquelles je ne vais pas entrer ici, mais enfin j'ai démontré ça ailleurs, je crois. Et inversement, je suis convaincu que sans la parole, les mots de Solzhenitsyn, peut-être que l'Union soviétique serait toujours vivante. Je suis convaincu que sans les mots de quelques intellectuels au moment de la guerre d'Algérie, la France aurait été moins honorable et l'issue de cette histoire aurait été différente, et ainsi de suite. Donc ce serait démontrable dans des très, très singulièrement sur des cas précis, où en effet le rôle des écrivains, le rôle des intellectuels, c'est le débat entre la visite de Bernard Lazare à André Gide au moment de l'affaire Dreyfus, scène éponymique, décisive. Bernard Lazare vient voir Gide pour lui demander de se rallier à la cause de Dreyfus. Et Gide raconte, je ne sais plus à qui, mais il lui dit, je suis épouvanté, j'ai vu pour la première fois quelqu'un qui met quelque chose au-dessus de la littérature. Bernard Lazare, qui était par ailleurs un bon écrivain, directeur d'une belle revue littéraire. Et ce quelqu'un, pardon, mais je ne sais plus à qui s'adresse Gide, mais c'est facilement retrouvable. Ce quelqu'un ne dit pas du tout, c'est juste quelqu'un qui croit que la littérature a prise sur le réel, que la littérature peut faire qu'on sorte un prisonnier injustement enfermé dans une geôle à l'île du diable. Voilà, donc tout le débat est là, le débat Lazare-Gide. Est-ce que c'est quelque chose au-dessus de est-ce qu'il met quelque chose au-dessus de la littérature, ou est-ce qu'il met la littérature à sa place centrale, en surplomb, subversive, à l'intérieur, au cœur du monde? Moi, je crois que c'est plutôt ça que faisait Bernard. C'est ça que Bernard Lazare exhortait Gide à faire. C'est peut-être d'ailleurs Gide, je crois que c'est à Barès que Gide parle, mais je n'en suis pas certain. Alors justement, je voudrais qu'on continue là-dessus sur cette idée d'une forme de folie féconde. Quand vous dites voilà, une prise sur le réel, que la littérature aurait une prise sur le réel, est-ce qu'il n'y aurait pas au cœur de cette idée à nouveau, on y revient tout à l'heure avec les personnalités multiples, ensuite avec la grande paranoïa, le grain de folie qui fait pour vraiment assumer cette idée jusqu'au bout? Et pour
un peu creuser ce sillon, je voudrais citer la première page d'un livre que vous avez préfacé il n'y a pas longtemps. C'est un livre sublime, je ne sais pas si vous l'avez lu les uns les autres ou les unes les autres, mais ce sont les lettres de Louis Althusser, le philosophe, à sa femme Hélène. C'est vraiment un très très beau livre où on voit que ce grand théoricien était également un grand fou et un grand amoureux capable de beaucoup de tendresse, beaucoup de perversité aussi. Et les premières lignes de ce texte sont, je ne résiste pas à l'envie de vous les lire parce qu'on va aboutir à une idée que je voudrais qu'on creuse ensemble. Salut petit, on pense à vous à chaque instant, cœur et bras et mains, et la poitrine où le souffle naît, la bouche où il devient ciel, les yeux qui vous contemplent dans leur nuit, et la peau où le corps connaît sa forme et découvre la vôtre. Ici, un rare temps où mon père, pour la première fois, m'est rendu comme un homme, jeune et l'esprit plein de pensées, où l'avenir se découvre comme on l'y cherche. Si vous l'avez compris avant que je l'écrive, le père ne change en homme que s'il reconnaît l'homme dans le fils. On espère que ces signes sont sérieux dans cette verdure intense de la terre. Salut mon petit entre mes bras. Un cheval court sur la route. Je ne crois pas à la littérature. Mais les bruits du monde sont bons à entendre quand ils annoncent la naissance du monde des hommes. Salut, camarade aimé, etc., etc. Parce qu'il l'appelle ma camarade aimée, sa femme. Alors, je ne crois pas à la littérature, dit Louis Althusser, dans cette page qui est évidemment une page de littérature. Et vous qui avez écrit un livre inspiré là pour le coup d'une formule de Malraux, La guerre sans l'aimer, à propos de la Libye notamment, est-ce que vous ne pensez pas que justement, on est au cœur de ce qu'on disait juste avant, que, exactement comme Althusser, pour vraiment croire au pouvoir fou de la littérature, il faut avoir ce grain de folie qui fait que quand on est en train d'en faire, on n'y croit pas. Oui, parce que s'il y en a bien un qui y croyait, c'était lui. Cette page-là l'atteste à l'évidence, c'est une page magnifique, et toute l'œuvre d'Althusser est une œuvre profondément littéraire. Évident dans le dernier livre, le livre d'aveux, L'avenir dure longtemps, où il raconte qu'il commence par le meurtre d'Hélène et qui s'inscrit dans la grande tradition des autobiographies de Saint-Augustin aux Confessions de Rousseau. Mais même les textes précédents, Lire le Capital ou pour Marx, étaient des grands textes littéraires, comme ceux de Foucault, comme ceux de Lacan. Mais quand Althusser dit qu'il ne croit pas à la littérature, ça veut dire qu'il ne croit pas à la littérature pour rien. Il ne croit pas à la littérature comme distraction ou comme passe-temps. Il ne croit pas à la littérature comme exercice gratuit ou pure jonglerie de mots. Il croit, les deux sont à entendre ensemble, il croit à cette... au déploiement à ce déploiement de force qu'est une page comme celle-ci, et il croit en même temps qu'une page de littérature bien formée et bien cadencée, c'est la seule manière de changer quelque chose à l'ordre du monde. Parce que le même Althusser dit que dans d'autres textes qui sont apparemment contradictoires avec celui-là, il dit que la seule façon de changer quelque chose à la condition des hommes, c'est surtout de s'en éloigner et de s'installer dans le concept de la condition des hommes, ou dans les concepts qui permettent de la penser ou de la dépenser. Donc voilà, c'est toujours la même histoire. C'est cette idée, je crois, qui est difficile à penser, mais qui est au cœur de la plupart des écrivains qui ont comme dirait Sartre, qui ont prétendu porter un tout petit peu du fardeau du monde sur leurs épaules, c'est cette idée que c'est en restant dans le fourré des mots, en s'installant dans leur jeu, que l'on a le plus de chances de changer quelque chose aux choses. Voilà. Et certainement pas la grande tentation à l'époque où Althusser écrit ça à Hélène, la grande tentation, c'est celle des... Enfin, on est un peu avant. C'est celle des intellectuels maoïstes qui pensent qu'il faut brûler les livres, qu'il faut se débarrasser de la langue et qu'il faut se faire pauvre en esprit, pauvre en mots,
et aller s'établir en usine ou dans une ferme. Les longues marches en Bretagne, il y a quelques années après cela, ou les établissements en usine. Althusser dit non. Il dit à ses jeunes disciples, que sont Béni Lévy, que sont Robert Linhart, que sont Jacques Rancière, Alain Badiou, et que je serai moi quelques années plus tard, il dit non, surtout pas. Rester dans ce paysage de mots, c'est pas une prison, c'est au contraire un lieu d'intelligence, de compréhension, de prise des choses incomparables. Voilà, et c'est pourquoi Althusser est à la fois l'un des penseurs qui a eu la plus grande influence sur les quelques intellectuels qui ont pensé le monde réel, et puis c'était en même temps quelqu'un de totalement enfermé dans sa tour de mots, qui avait la forme d'un petit bureau à l'école normale, dont il n'est jamais sorti, qui l'a rendu fou. Alors lui était vraiment fou, bien sûr, puisqu'il a terminé sa vie, ou quasiment terminé sa vie, dans un asile psychiatrique, et il a passé d'ailleurs tout au long de sa vie des séjours répétés. Donc voilà, il y a quelque chose, bien sûr, qui... Alors ce qui est très bouleversant dans son cas aussi, c'est que, pour ceux qui l'ont bien connu, il fabriquait une pensée anti-humaniste qui prétendait se débarrasser de la fiction, du mirage ou des facilités de la subjectivité traditionnelle, alors qu'il y avait un autre Althusser qui portait cette subjectivité souffrante dont Jean Birnbaum vient de vous lire un fragment. Mais ça, voilà, c'est la contradiction constitutive de cet homme et qui était magnifique. D'une manière générale, moi, pour ce qui me concerne, je n'aime vraiment, je ne suis passionné par les écrivains que quand, en effet, ils installent cette guerre au-dedans d'eux. Sartre se faisait devoir et affirmait comme un impératif absolu de se casser les os de la tête, de se fracturer le cerveau. Il a poussé très loin cette histoire. Un écrivain dont j'ai été très proche, qui était Alain Robbe-Grillet, pensait de la même manière qu'une vie d'écrivain ne valait pas la peine d'être vécue, ou de penseur, parce que c'était un penseur aussi à sa façon, que si elle se fracturait elle-même régulièrement. À 2 reprises au moins, Alain Robbe-Grillet déclare son œuvre terminée, puis 5 ans après, il dit ben non, c'était une blague, elle n'était pas, ou une erreur, elle n'était pas terminée, je la reprends. À 5 ans de sa mort, à une encablure de la fin, il dynamite sa propre pensée, sa propre vision du monde, son art du roman, le nouveau roman, et ainsi de suite, pour fabriquer tout à fait autre chose dans la dernière trilogie Le Miroir qui revient et les 2 romans qui suivent. Comme Sartre, à la fin de sa vie, dans les entretiens avec Béni Lévy, qui affirme cette thèse qui a tellement stupéfié ses contemporains, qui a provoqué une colère terrible des Sartriens. Il dit, voilà, je ne fais que commencer de penser. Le vrai commencement, c'est aujourd'hui. Il est à 1 an de sa mort. J'oublie l'être et le néant, j'oublie la critique de la raison dialectique, je commence aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est en effet les aventures intellectuelles et littéraires et philosophiques qui me passionnent et qui me semblent les plus dignes d'intérêt sont celles-là. Donc ça peut prendre la forme de cette guerre interne chez Althusser, cet Althusser insoupçonnable que je découvre dans les lettres à Hélène, insoupçonnable pour celui qui écoutait ses cours de philosophie pour scientifiques. Ça peut prendre la forme de ces écrivains qui, à un moment donné, dynamitent leur propre pensée et repartent à zéro. C'est par exemple Robbe-Grillet. Ou ça peut prendre la forme de ces écrivains ou de ces penseurs qui mènent plusieurs aventures de pensée sous des masques et sous des noms et sous des pavillons différents. C'est l'histoire Romain Gary ou c'est l'aventure de pensée de Pessoa qui consiste en cela. Romain Gary, c'est quelqu'un qui a pensé
qu'il y avait trop de bouillonnement dans la tête d'un écrivain pour qu'il ne produise qu'une œuvre. Et puis il n'y avait pas assez de temps pour que les œuvres multiples dont il est habité prennent le temps de se succéder. Le temps pressé, il fallait les déployer au même moment, sous 2 pavillons hétérogènes, sous 2 signatures différentes, y compris en mettant en scène leur querelle intime. La guerre interne a une pensée. Gary l'a mise en scène dans la dispute qu'il a inventée, qu'il a mise en scène, qu'il a orchestrée entre le soi-disant Émile Ajar et le désormais soi-disant Romain Gary. Pessoa, parmi les 30 ou 35 hétéronymes qu'il a déployés, il y en a au moins 4 qui remplissaient les colonnes de la presse de Lisbonne de l'époque de leurs polémiques acharnées. Et il était comme le marionnettiste dément, mais génial, de cette polémique dont il était en même temps il était le marionnettiste, le théâtre et l'enjeu. Et Pessoa était le nom de cette espèce de farandole, de carrousel, de manège aux visions du monde et aux pensées. Donc voilà, moi, je crois qu'il y a considérablement à penser dans ces aventures-là. Alors ici même, on a reçu Alain Finkielkraut qui lui dit toujours que, en citant Roland Barthes, il cite toujours Roland Barthes dès qu'il est de littérature pour dire que pour lui la littérature elle est d'abord là pour se faire gardienne de la nuance. Vivre selon la nuance, c'est la formule de Barthes. Et Finkielkraut insiste beaucoup là-dessus en disant voilà, grâce à cette idée-là, on se dit que la littérature est là pour subvertir, surmonter les logiques binaires, maintenir quelque chose comme un clair-obscur, là où tout le monde voudrait mettre du noir et du blanc, de l'ami et de l'ennemi, etc. Vous, à votre manière, vous vous inscrivez quand même plus dans cette tradition dont vous avez rappelé quelques noms et quelques filiations, la tradition d'ailleurs dans laquelle les jeunes maoïstes dont vous parliez, qui étaient jeunes à l'époque, aussi qu'ils ont incarné, c'est la tradition sartrienne pour laquelle les mots, les paroles sont des bombes, les mots sont des pistolets chargés, c'est la formule célèbre, et selon laquelle donc la littérature n'est pas vraiment là pour faire dans la nuance, elle est plutôt là pour déclarer la guerre. Et alors, je voulais juste citer ces quelques lignes du livre de Sartre, Qu'est-ce que la littérature, qui dit que la poésie, les poètes sont des gens qui refusent de se servir des mots, ils ne veulent pas s'en servir. Par contre, le prosateur, lui, c'est quelqu'un qui s'en sert et qui est une sorte de parleur ou de beau parleur. La prose est utilitaire par essence. Je définirais volontiers le prosateur comme un homme qui se sert des mots. Monsieur Jourdain faisait de la prose pour demander ses pantoufles et Hitler pour déclarer la guerre à la Pologne. L'écrivain est un parleur. Il désigne, démontre, ordonne, refuse, interpelle, supplie, insulte, persuade, insinue. S'il le fait à vide, il ne devient pas poète pour autant, c'est un prosateur qui parle pour ne rien dire. Est-ce que vous ne pensez pas, Bernard-Henri Lévy, que toute une partie de l'hostilité que vous suscitez, voire du ricanement parfois que vous suscitez, ne vient pas du fait que vous poussez très très loin la tradition sartrienne justement du prosateur comme parleur, et de quelqu'un qui effectivement considère qu'aux 4 coins du monde, il suffirait d'arriver et de prononcer les mots qu'il faut pour réparer quelque chose, voire pour tout réparer? D'abord, l'idée que les mots sont des pistolets chargés, que les mots sont des bombes, c'est une idée de Sartre. Mais je vous rappelle quand même que c'est aussi une idée de Mallarmé et que Sartre l'emprunte probablement à Mallarmé. C'est Mallarmé qui dit que rien n'est plus détonnant, il n'y a pas de bombe plus efficace que des mots bien ordonnés. Il dit ça au moment du procès de Félix Fénéon, etc., des premiers anarchistes français, et tout ça. Donc le plus engagé des intellectuels et le plus retiré des écrivains pense la même chose. Donc c'est sûrement pas ça la bonne dichotomie, premièrement. Et Sartre a écrit un projet de livre sur Mallarmé, mais enfin qui tient assez debout. Deuxièmement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le fait que les mots dits à un coin du monde ou à un autre aient de l'effet, je suis bien obligé de le constater. C'est un fait. C'est un fait dans toute l'histoire des intellectuels. Et dans ma modeste histoire,
il m'est arrivé de le constater aussi, que des mots prononcés, des textes, ont eu un effet sur le réel. Ça s'est passé au moment de la guerre de Bosnie, quand des écrivains, des intellectuels, des metteurs en scène de théâtre, comme Suzanne Sontag, ou des philosophes, ont employé des mots qui étaient les seules répliques aux bombes d'en face. Au moment de la guerre de Libye, on me le reproche assez, et je l'assume totalement. Il est probable que la présence à Benghazi d'un écrivain français a eu peut-être il est probable que cette présence a eu une influence sur la suite des événements. Voilà. Donc ça, c'est pas contestation, hostilité, peu importe. C'est un fait attesté et reconnu par tous les protagonistes de l'histoire. Après, la question de la nuance. Est-ce que je suis du côté de la nuance, ou du côté comme Barthes, ou du côté du manichéisme comme Sartre? Ça non plus, c'est pas la bonne alternative. Moi, je défends une position que je qualifierais à la fois de complexe et de sectaire. Je crois qu'un intellectuel est là pour complexifier le monde, pas pour introduire de la nuance. Je ne crois pas à ça. Mais le rendre plus compliqué, ça sûrement, ça c'est vrai. Que quand on fait mérite aux intellectuels de rendre le monde plus clair, c'est ridicule. Les politiques le rendent clair, les slogans le rendent clair. Un intellectuel, l'intérêt de sa prise de parti ou de son intervention, c'est de le rendre en effet plus obscur, plus complexe, dans sonder la part éventuellement tragique ou incurable, comme je le disais en commençant, et en tout cas non réductible aux pensées ambiantes, c'est-à-dire aux pensées qui ne pensent pas. Donc ça, c'est vrai qu'il y a ce devoir-là. Si on dit qu'une écriture a un devoir d'intelligence, c'est qu'elle a un devoir de plonger comme ça dans l'obscur des choses et de la ramener à la surface. Mais une fois cela dit, ça n'empêche pas qu'il y ait des situations, la part de l'obscur, le devoir de complexité, ne veut pas dire qu'au bout du compte, on se réfugie dans une espèce d'attentisme, de position moyenne, tellement nuancée qu'elle s'interdit de prendre parti. Non, je crois que tout compte fait. Tout compte fait. Une fois qu'on sait que la guerre de Bosnie oppose des hommes et des femmes à des hommes et des femmes qui ne sont évidemment pas des anges, n'empêche que c'est pour les seconds qu'il fallait prendre parti, je le crois totalement. Et prendre parti sans réserve et sans retenue. Donc il ne fallait pas les angéliser, il ne fallait pas dissimuler la part d'obscur, il ne fallait pas s'interdire de faire de l'histoire ou d'avoir de la... Aujourd'hui en Ukraine, par exemple, voilà, exemple précis. Le devoir enfin moi en tout cas, je vois mon devoir, oui, ou bien de rien faire du tout, rester chez moi, ou bien si je vais en Ukraine, ce qui m'est arrivé encore il y a quelques jours, c'est pour faire deux choses. D'abord, en effet, pour prendre la mesure de l'obscur, de la situation en Ukraine, de l'histoire ukrainienne, comment la tragédie du XXe siècle a modelé ce peuple, comment les massacres staliniens, la Shoah par balle ont donné à ce pays une certaine configuration historiale. Il faut faire cela. Mais il faut aussi voir et prendre en compte le fait que l'Ukraine est le théâtre, le premier théâtre où s'exerce une volonté de puissance qui est celle de Poutine, enfin, ou de ce dont Poutine est le synonyme, et qui
qui représente, à mon avis, aujourd'hui, une menace pour l'Europe. Voilà. Donc il faut penser les deux à la fois. Et penser les deux ensemble. Il faut, me semble-t-il, ne pas céder à cette espèce de sagesse prud'homale de ceux qui disent un peu de mesure, un peu de raison, composons avec Poutine, attendons avant de condamner, cette espèce de paralysie de la décision, de la volonté et de l'intelligence qu'on voit, y compris chez d'honnêtes gens, et parfois chez de franches canailles. Je pense au Front National et je pense à toute l'extrême droite européenne aujourd'hui qui est rangée comme un seul homme derrière le poutinisme. Donc je crois qu'il faut absolument se garder de ça, et puis évidemment ne pas se raconter d'histoire, ne pas se cacher la part d'ombre de l'histoire ukrainienne et ne pas la cacher notamment aux Ukrainiens eux-mêmes, ou en tout cas être attentif à ceux des Ukrainiens qui ne se la cachent pas. Voilà, donc les deux à la fois. L'obscur, oui, mais le sectarisme, c'est-à-dire le fait de trancher, le fait de séparer, le fait de couper, hein, oui aussi. Et la littérature, alors son rôle, parce il faut qu'on passe la parole à la salle, mais le rôle de la littérature là-dedans, dans ce va-et-vient entre sectarisme et complexité. La littérature est au cœur de cette machine-là, parce que je ne connais pas de meilleur instrument pour prendre la mesure de cet obscur-là que la littérature, y compris quand elle vient innerver la philosophie ou le discours théorique. La littérature, elle a affaire à l'obscur, elle a affaire au tragique, elle a affaire à l'envers sombre des communautés, elle a affaire à l'enfer des sociétés. C'est même son métier. On le sait depuis Bataille, la littérature est le mal. Elle n'a pas d'autre objet que celui-là, aller scruter, sonder, lancer des coups de sonde et rapporter les perles noires de cet envers des sociétés. Donc en Ukraine, c'est ça que la littérature a à faire. Et il est important, je crois, c'est ce que font des écrivains ukrainiens que je pourrais citer, ou des intellectuels. Ils sont en travail de sonde, mais ils ne se couchent pas devant Poutine. Voilà, il faut essayer de penser les deux ensemble. Là encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre patience, merci pour votre écoute. On a eu une écoute très, très attentive, y compris d'un sublime bébé qui vous écoute là, gentiment installé en écharpe contre sa maman. Merci beaucoup pour votre patience. Et donc vous avez maintenant la parole pour une vingtaine de minutes avant que Bernard-Henri Lévy file prendre son train. Je pense qu'il y a des micros, questions, interventions, objections, complexes ou sectaires. C'était la phrase de François Châtelet en Cagne. Il terminait toujours en disant « question, objection ». François Châtelet, grand philosophe. Oui, merci. Mademoiselle. Merci. Bonsoir et merci pour votre intervention. Le souci aujourd'hui, justement, avec les européennes, moi j'ai été frappée par le manque de discours, le manque de mots, justement, sur l'Europe. On a entendu des mots qui frappent, des mots qui font sens, uniquement dans la partie qui dégomme l'Europe. Et on ne l'a pas du tout entendu pour l'Europe. Et là, bon, c'est flagrant parce que ça concerne 28 pays d'un coup, mais ça fait pratiquement 30 ans qu'on n'entend plus de mots en politique, que les seuls qui ont encore des mots à dire et qui donc sont écoutés, puisque les autres ne disent rien, sont toujours les mêmes. Pourquoi est-ce que la littérature, est-ce qu'il n'y a pas un déficit du mot? Est-ce que le mot n'a pas perdu vraiment de tout ce qui faisait la saveur de la vie? Est-ce qu'on n'a pas trop dit de mots à un moment et que les gens s'en sont détournés parce que comme ça complexifie le monde, le mot, c'est fatigant, la complexité. Donc moi j'ai beaucoup peur de ça, de ce manque de mots. Parce que le mot d'Europe, c'est un mot qui complexifie la réalité la plus lourde, la plus poisseuse
qu'est l'idée nationale. Vous savez, il y a un mot célèbre d'un grand écrivain qui est Alberto Moravia. Grand vivant, grand penseur, grand écrivain, grand européen. Alberto Moravia disait, il y a 2 catastrophes dans l'histoire de l'humanité moderne. La première catastrophe, c'est l'histoire de l'humanité italienne moderne. 1, le complexe d'Édipe, et 2, l'unité italienne. Pour lui, c'était une catastrophe absolue. Il était européen pour lutter contre Cavour, Garibaldi et cette espèce de poisse nationale dont il pensait qu'elle s'était emparée de l'Italie. Donc les mots de Moravia, qui est un des derniers grands Européens, qui était député européen à la fin de sa vie d'ailleurs, et qui a bataillé par les mots pour essayer de rendre sens à l'idée d'Europe, c'était des mots qui avaient pour but de complexifier ces mots simples, ces mots lourds, ces mots faciles, ces mots enquistés, empierrés, comme la maladie de la pierre dans les esprits, qui étaient les mots de la nation, de la communauté nationale, ou même du Frioul. Il y a toute une polémique entre Pasolini et Moravia sur cette question. À la fin de leur vie, ils partageaient une maison à Sabaudia, ils discutaient sur la plage, et se donnaient des interviews dans le Corriere della Sera entre eux. La nostalgie pasolinienne de la petite communauté organique du frioulienne, et puis l'espèce d'idée complexe, très difficile à penser, qui ne pouvait naître qu'au forceps de la pensée la plus exigeante, qui était l'idée d'Europe. Alors Alberto Moravia est mort, et il n'y a pas beaucoup d'Alberto Moravia, il n'y a plus d'Alberto Moravia aujourd'hui. Et la situation que vous décrivez, et dont je reconnais l'absolue justesse, elle donne raison d'une certaine façon à ce que je disais. D'un côté, il y a des gens qui parlent, de l'autre, il y a des gens qui se taisent. Le résultat, c'est quoi? On va le voir dans 2 heures, mais ça sera probablement une victoire politique de ceux qui ne veulent plus de l'Europe et qui veulent qu'elle se décrée. Hein, l'Europe a été créée comme une idée chimérique, mais magnifique, comme un objet politique nouveau, non identifié, mais en voie de formation. Elle est probablement en train de se décréer aujourd'hui au sens des rabbins lituaniens. Elle se décrée pourquoi? Parce que Marine Le Pen, Chevènement et toute la clique parlent, produisent des mots. Puis de l'autre côté, vous n'avez, dans cette campagne comme dans les précédentes, vous avez des Européens dont tout le discours consiste à dire que l'Europe, c'est bon pour la France. Ce qui est exactement le discours à ne pas tenir. Donc c'est l'illustration de ce que je vous disais sur cette puissance, cette efficace des mots, mais là pour le pire. Alors des mots pro-européens, vous en aurez bientôt, par ailleurs. Merci. Pour une autre question, monsieur. Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Vous vous êtes fait connaître notamment en dénonçant les utopies et les visions eschatologiques du destin de l'humanité. Et finalement, vous avez montré comment, en voulant faire le bonheur des hommes, on conduisait au pire barbarie, naturellement. Mais aujourd'hui, vous avez, je crois, adopté une vision sartrienne de la liberté de l'homme, qui est de dire que l'homme doit trouver lui-même le sens à sa vie. Or, comment pensez-vous aujourd'hui qu'on puisse définir un destin commun à l'humanité? Et est-ce que les hommes peuvent comprendre, avoir une même vision du monde? Merci. Non, une même vision du monde, certainement pas. D'abord, ce serait d'une tristesse à mourir, et vous avez là-dessus de très belles pages indépassables de Claude Lévi-Strauss, souvent mal comprises et mal citées dans Race et Histoire. Donc, bien sûr, non. Non à une vision commune du monde, non à un espéranto, on dit oui, de la pensée. Donc là, le but n'est pas celui-là. Le but, c'est on terminait notre entretien dans Le Monde là-dessus, c'est l'idée de la terre habitable. C'est ça qu'on peut viser, l'oïkouméné des Grecs, la terre habitable.
Voilà. Comment faire pour que la Terre soit habitable? Avec des visions du monde opposées, voire adverses, avec de l'histoire rugissante, avec des affrontements irrémissibles, mais néanmoins habitables. C'est ça le véritable enjeu. Il y a des visions du monde qui rendent, dont l'opposition rend la Terre inhabitable. La vision du monde nazi, la vision du monde communiste, ou la vision du monde aujourd'hui des franges des franges extrémistes de l'Oumma, rendent la Terre inhabitable. Bon, il y a d'autres visions du monde qui la rendent habitable malgré ces oppositions, ces clivages, cette mésentente, cette non-transmissibilité d'une culture dans l'autre. Moi, je ne crois pas au rêve de la traduction généralisée, de la transmission des cultures. Je suis toujours méfiant d'ailleurs quand je vois des philosophes occidentaux se pencher en 5 secondes, c'est-à-dire en 5 ans ou en 10 ans, sur par exemple, philosophie orientale, philosophie arabe, oui, il faut une vie. Mais ça se traduit pas l'un dans l'autre comme ça. Voilà. Donc je crois qu'il y a il y a des mondes incompossibles dans l'ordre des pensées, des philosophies et des visions du monde. Il y a des mondes discontigus. Moi, je me souviens, j'ai passé dans ma jeunesse un grand morceau de vie dans un monde qui était celui de l'hindouisme. Voilà, j'ai vite compris que je n'y comprendrais jamais rien et qu'il n'y avait pas de passerelle entre la pensée que j'avais apprise à l'école normale et dans laquelle on a fait quelques incursions tout à l'heure, et cette pensée-là, que ce n'était pas la peine de chercher à traduire les concepts de l'anti-humanisme philosophique ou de l'humanisme traditionnel dans la langue de la philosophie hindoue. Ça ne marche pas comme ça. Donc, je suis absolument résigné, et je pense que c'est la joie de la pensée à cette espèce de grande opacité du monde vis-à-vis de lui-même. Et quand on voyage un peu, on se heurte sans cesse à ça, et gare à celui qui veut le réduire. Il se rend définitivement aveugle à ce que Ségalen appelait l'exote, et à ceux dont quelqu'un comme Raymond Roussel a fait le suc même de son désir et de sa vie. Et donc gare à celui qui veut réduire cette espèce de différence fondamentale et qui n'y est pas attentif. Et gare, bien sûr, lorsque cette opacité fondamentale, cette nuit, produit des discours qui rendent la Terre irrespirable. Voilà, il faut là encore naviguer entre les deux. Tracer, c'est pas naviguer, tracer sa ligne entre les deux. Merci. On va peut-être prendre 2 dernières questions. Ah, il y en a 3. Ou alors... Monsieur, merci. Bonjour. En tant qu'Ukrainien, je voudrais surtout remercier Bernard-Henri Lévy. Je peux moi-même témoigner de l'importance de voir sa réflexion, sa présence et sa parole agir en Ukraine. C'est extrêmement important. Bien sûr, j'entends beaucoup de discussions là-dessus ici en France, en me trouvant ici, mais en tant qu'Ukrainien, je dois témoigner que cette fidélité à sa propre position est extrêmement importante et vraiment une grande expérience que nous vivons en ce moment. Donc merci tout simplement. Une autre question que je voudrais vous poser. Il y a eu un vrai défi en 1956 en Russie quand l'armée soviétique est entrée en Budapest. Dans les milieux intellectuels russes, il y a eu cette sorte de déchirure de laquelle vous avez parlé aujourd'hui, cette possibilité de reconnaître son propre égarement. Et il me semble qu'en ce moment, les voix intellectuelles en Russie vivent la même crise.
Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité de vraiment soutenir d'une manière européenne les voix qui restent fidèles à leur choix de valeurs européennes? Et plus généralement, est-ce que vous voyez une place pour la Russie en Europe? Merci. Je vois surtout une place pour les Européens en Russie. C'est-à-dire, la Russie est le théâtre aujourd'hui d'un affrontement sans merci entre les héritiers de Tolstoï et de Dostoïevski, les héritiers politiques de Tolstoï d'un côté, et les héritiers politiques de Pouchkine et Tourgueniev de l'autre, pour le dire très grossièrement. Entre les nostalgiques de l'âme slave, de la sainteté du peuple russe perçu comme un peuple premier d'un côté, et puis ceux qui pensent que l'idée européenne peut avoir prise sur l'histoire russe contemporaine de l'autre. Il y a une bataille qui se joue aujourd'hui, dont on a pu penser il y a une vingtaine d'années qu'elle pouvait être gagnée par les seconds, dont on a le sentiment aujourd'hui qu'elle est gagnée par les premiers. On verra. On verra. Mais bien sûr que c'est probablement l'affaire essentielle de ce temps. Et peut-être plus importante encore et plus brûlante encore que Enfin, il y a deux grandes histoires aujourd'hui. Il y a le débat à l'intérieur de l'islam, à l'intérieur du monde de l'islam, entre ceux qui croient que l'islam est compatible avec les droits de l'homme et la démocratie et ceux qui ne le croient pas. Et il y a le débat en Russie entre ceux qui pensent que la Russie est l'ennemi naturel de l'Occident et de ses valeurs, de l'Europe et de ses croyances, de la démocratie et de ses principes, et ceux qui pensent que la Russie peut être compatible avec ceux-ci. Voilà, c'est les deux grands débats d'aujourd'hui. Et le peuple ukrainien est aux premières lignes de ce combat. Les démocrates russes solidaires du peuple ukrainien sont en première ligne de ce combat aussi. Les 10, 15, 20% selon les sondages de Russes qui aujourd'hui même pensent que Poutine est une honte pour le peuple russe, qu'il est une calamité pour son pays, qu'il est en train de le mener à la catastrophe. Cela, c'est l'honneur de la Russie. Et j'espère cette minorité qui, de nouveau, comme la minorité des dissidents autrefois, finira par avoir le dessus. On verra. Mais c'est ça la question. C'est les Européens en Russie plus que la Russie en Europe. Merci. Alors pour une toute dernière question, parce que si vous ne voulez pas louper votre train, il faut qu'on... Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, donc j'ai une petite question. Alors, en fait, moi, je pensais que la philosophie, enfin, j'ai pas toute votre culture et votre savoir, donc voilà. Mais je pensais que donc la philosophie, c'était en fait la recherche de la vérité, quitte à ne jamais l'atteindre. En tout cas, à chercher les clés, chercher des outils pour ce faire. Et donc voilà, je me posais la question de votre vision, vous, de la philosophie qui est plutôt agressive, je dirais. Enfin, il me semble, hein, d'après ce que j'ai compris. Est-ce que vous n'avez pas peur donc de commettre des erreurs, quitte à, par exemple, vous parliez tout à l'heure de la Bosnie ou maintenant de l'Ukraine. Est-ce que donc dans le cadre du conflit irakien ou libyen, donc j'ai deux questions en fait. Est-ce que pour vous la philosophie c'est la recherche de la vérité? Et deuxièmement, est-ce que vous estimez avoir commis des erreurs? Donc pour ce qui concerne en tout cas la Libye et l'Irak, puisque vous parliez tout à l'heure, vous disiez tout à l'heure que vous respectiez beaucoup les intellectuels qui reconnaissent avoir commis des erreurs, en tout cas sur le point de vue intellectuel. Et voilà, donc est-ce que vous estimez avoir commis des erreurs dans ce cas? Et est-ce que pour vous la philosophie c'est la recherche de la vérité? Merci, merci. Des erreurs, en tout cas pas dans les deux cas que vous évoquez. Dans le cas de l'Irak, j'étais contre la guerre en Irak et je ne le regrette pas. Je pense que j'avais raison. Dans le cas de la Libye, j'étais pour la guerre en Libye, je ne le regrette pas non plus. Je pense que j'avais raison.
Et à ceux qui en doutent sur la Libye, vous savez, j'ai toujours envie de... Enfin, la chose que devraient avoir à l'esprit tous ceux qui en doutent, c'est peut-être votre cas, je ne sais pas, c'est la Syrie. Je crois que la Libye sans la guerre, sans l'intervention occidentale, sans la chute de Kadhafi, ce serait la Syrie aujourd'hui. Avec ses 130, 140, peut-être 150 000 morts, ces villes entières détruites, ce pays où il n'y a pas une famille qui ne soit marquée dans sa chair, etc. Voilà. S'il n'y avait pas eu Kadhafi restant au pouvoir, c'était à peu près le schéma Bachar el-Assad et la Syrie d'aujourd'hui. Donc je ne regrette pas que, quelle que soit la difficulté de créer la démocratie, quelles que soient les tentations bonapartistes, parce qu'il n'y a probablement pas de révolution sans un moment, ce qu'à Dieu ne plaise, ou en tout cas une tentation bonapartiste, le général Khalifa Haftar. Quelle que soit l'insécurité qui règne aujourd'hui en Libye, c'est rien à côté de ce qui se passe tous les jours en Syrie du fait de la non-intervention, du fait que l'on n'ait pas tendu la main à l'opposition démocratique, du fait que l'on n'ait pas essayé au moins de donner leur chance à ceux qui disent encore aujourd'hui, et qui disaient à voix beaucoup plus haute il y a 3 ans, on veut ni d'Al-Qaïda ni de Bachar el-Assad. Voilà. Donc la Libye, on a fait ça. Et d'ailleurs, jusqu'il y a quelques semaines, j'attire votre attention sur le fait que le Premier ministre libyen, celui qui avait le pouvoir, était un démocrate, partisan de l'islam des Lumières, partisan d'un islam compatible avec les droits de l'homme. Il était Premier ministre jusqu'à 6 semaines, il le sera peut-être de nouveau dans quelques semaines, on verra. Donc voilà, donc ni sur l'Irak, où je pensais que la guerre était une erreur, ni sur la Libye, où je pensais qu'elle était un mal, mais le moindre mal. Je n'ai le sentiment de me tromper. Est-ce que la philosophie, c'est la recherche de la vérité? Oui, mais c'est aussi la volonté de la faire triompher. C'est les deux à la fois. Rechercher la vérité confortablement installé sur sa chaise, en bâillant aux corneilles et en accumulant les preuves pour soi-même, ça ne m'intéresse pas. Faire en sorte que ce chemin vers la vérité que l'on emprunte, faire en sorte que ce chemin soit effectivement frayé, faire en sorte qu'il ne soit pas recouvert, obstrué par d'autres, faire en sorte que d'autres puissent s'y engager à leur tour, ça, je crois que c'est le deuxième volet de l'aventure. Donc, en Ukraine, par exemple, l'intervenant précédent le disait, je crois qu'un philosophe, c'est quelqu'un qui essaye, en effet, bien sûr, de dire la vérité sur ce qui s'y joue réellement. Vérité, comme vous l'avez très bien dit, inatteignable, mais enfin envisageable par éclat. Il y a des éclats comme ça de vérité. Et je crois, par exemple, il y a un éclat de vérité qui me semble incontestable, c'est que l'Ukraine n'est qu'une étape dans une stratégie d'ensemble dont Moscou est l'émetteur aujourd'hui et qui aboutirait à la déstabilisation de l'Europe en général. Je crois ça. Je crois que le Poutine, le Jobbik en Hongrie, le Front National en France, les autonomistes flamands en Belgique, enfin tout ça, qui forme une espèce de vraie alliance très profonde. Hein. Quand Poutine appelle des observateurs en Crimée, c'est des représentants de tous les partis d'extrême droite européens. Donc ça, c'est un bout de la vérité. Donc il est important de l'analyser, il est important de le dire. J'ai essayé de le faire dans des interventions diverses. Mais il est important de le faire de manière à vous convaincre, par exemple, et à faire en sorte que nous soyons nombreux à être convaincus, ou en tout cas à avoir le sentiment qu'il se passe quelque chose de ce côté-là, et qu'il faut y être attentif. Mais pour convaincre tout à fait Bernard Lévy, vous ne pensez pas qu'il faudrait quand même reconnaître juste une petite erreur, juste une petite... Non, parce qu'il vous a posé la question de l'Irak et de la Libye, mais bon, vous n'ayant pas dans ces deux cas-là, mais alors, allez, une petite erreur, quoi, avant qu'on parte, là, parce qu'il y a un train qui vous attend, mais
pour qu'on soit tous en paix avec nous-mêmes et avec la vérité. Une petite erreur. Ce que vous avez dit, il a rappelé qu'effectivement, la gloire de l'apostat et du philosophe, c'est de reconnaître ses erreurs. Mais j'en ai pas tellement commis. Une petite en CM2, je sais pas, quelque chose. C'est ça le problème, c'est que j'en ai pas tellement commis. Aïe, aïe, aïe. Un peu peut-être, une peut-être, mais ça fait très très longtemps. Mais je l'ai reconnu publiquement il y a quelques semaines in situ, au Bangladesh, en 1971. J'avais peut-être une tendance fâcheuse à penser que les maoïstes du Bengale pouvaient légitimement prétendre à exercer un rôle dans le futur de ce pays, qui est un pays qui m'est cher, que j'ai un peu connu, où j'ai un peu vécu. Voilà, ça, j'ai commis cette erreur-là. Ouais, voilà, on l'applaudit. À bientôt. Voilà, il a bien gagné le droit de prendre son train. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et à bientôt. Merci à Guy Walter, merci Bernard à Lévy. toute l'équipe de la Villa Gilet. Merci.